Radio 2M, spécial Marocain du Monde, avec Mohamed Zouak. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs fidèles à votre programme, votre émission spéciale Marocain du Monde chaque mercredi à 13h. Alors certaines trajectoires racontent plus qu'un parcours individuel. Elles sont l'écho d'une époque, d'une jeunesse qui refuse les récits figés, qui interroge l'histoire et surtout qui veut y trouver sa place. Amine Kassid, connu sous le nom d'Amine le Conquérant, fait partie de cette génération. En France, là où les châteaux incarnent souvent une mémoire perçue comme lointaine, parfois élitiste, lui choisit d'y entrer par une autre porte, celle de la réappropriation. Caméra à la main, il revisite ces lieux chargés de symboles accompagnés d'historiens pour raconter une histoire différente ou plutôt une histoire plus complète. Derrière le pseudonyme, il y a un clin d'œil bien sûr à Guillaume le Conquérant, figure de résilience, mais chez Amine, point de conquête territoriale, plutôt une conquête culturelle consistant à dire que cet héritage appartient à tous, y compris aux enfants de l'immigration. Né en France de parents marocains originaires de Sidi Slimane, il trace un chemin atypique sorti du système scolaire classique, formation en audiovisuel, immersion dans les coulisses de la télévision, puis virage vers la création indépendante. Son projet va au-delà du contenu. Avec son association 1789, il forme des jeunes au métier de l'image, leur donnant accès à un univers souvent fermé. Mais cette exposition a un prix. Critique, attaque, racisme, mais il choisit de continuer sans détour avec une ligne claire, raconter, transmettre et ouvrir. Aujourd'hui, on va parler donc d'histoire, mais surtout de narration, de transmission et de ce que signifie aujourd'hui reprendre sa place dans un récit collectif. Et nous avons l'honneur d'avoir en plateau, en studio, Amine. Bonjour Amine, le Conquérant. Bonjour Mohamed, merci pour l'accueil. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être dans votre passage au Maroc dans ces quelques jours, d'avoir pris le temps de venir au studio de Radio 2M. Alors, votre pseudo Amine le Conquérant, on va d'abord parler de ça. Il interpelle immédiatement, bien sûr. À quel moment vous passez de passionné d'histoire à personnage public avec une identité assumée ? En fait, moi de base, quand j'avais commencé, je filmais juste les châteaux avec mon drone. J'avais pas forcément d'identité, je faisais ce que j'aimais. Mais mes amis m'ont conseillé de passer à l'image et de raconter l'histoire de chaque château, ce que je leur faisais en privé lors de visites avec mes amis. Et de là, j'ai commencé à me filmer, mais il me fallait un nom et un personnage auquel je m'identifiais beaucoup, c'était Guillaume le Conquérant, de par son histoire, qui n'était pas noble, mais qui a fini par devenir duc de Normandie et roi d'Angleterre. Il a conquis tout un pays. Et c'est ce qui m'a plu dans ce nom, et je me suis approprié avec la petite version Amine le Conquérant. Super. Alors, vous vous intéressez, je cite, à l'histoire qu'on ne raconte pas à l'école. Qu'est-ce que vous trouvez dans ces angles morts qu'on ne trouverait pas justement dans les manuels scolaires ? En fait, j'ai remarqué qu'à l'école ne nous a pas forcément donné envie d'aimer l'histoire ou d'aimer particulièrement l'histoire de France. Mais quand on creuse un peu, quand on cherche de par nous-mêmes, on découvre des petites histoires qui ont fait la grande histoire de France. Et c'est ça, moi, qui m'a interpellé. Je me suis dit, mais si on m'avait raconté ça à l'école, mais j'aurais kiffé l'histoire. J'aurais kiffé, j'aurais même aimé la France et je me suis reconnu là-dedans, quoi. Ouais. Mais malheureusement, non, on nous a appris, toujours la même chose, la Seconde Guerre mondiale, la Révolution française, on en parle un tout petit peu, on nous parle de la Joconde, Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les histoires, les petits dossiers, en fait, les petites dingueries qui se passent entre les rois de France. Ça, c'est intéressant pour nous. Oui, un côté en fait un petit peu, j'allais dire people, pas forcément people, mais en tout cas des éléments d'anecdotes qui vont nous passionner, un peu comme on regarderait une série Netflix par exemple. C'est exactement ça, c'est carrément ça, c'est du people, c'est exactement ça. C'est des petites anecdotes qui font que tel roi est devenu comme ça. On prend l'exemple de Henri IV qui était un roi qui se lavait qu'une fois par an. Ça, c'est un truc qui nous aurait fait rire. On se dit, mais c'est qui Henri IV ? Ah, c'est le grand-père de Louis XIV, et ainsi de suite. Ouais. Et ça, je trouve que c'est dommage. On ne l'a pas dit à l'école. Donc en fait, c'est un peu trop institutionnel comme transmission à l'école, en tout cas. C'est ça, c'est trop poli, c'est trop aseptisé. C'est dommage, ça manque de petits détails qui vont intéresser les jeunes. Nous, c'est ce qu'on aime. Moi, quand je vais filmer un château, je raconte l'histoire, je regarde toujours avec un petit regard d'un enfant de 12 ans, émerveillé. Oh, je connaissais pas ça. Et après, je raconte à ma manière et ça marche après sur les réseaux. Alors justement, vous parlez de châteaux. Les châteaux français, il y en a beaucoup. C'est un symbole très fort, parfois associé à une certaine élite. On a l'impression que les classes populaires, et notamment les minorités, notamment celles issues de l'immigration, n'y ont pas leur place. Alors, est-ce que vous, justement, vous voulez décloisonner, changer la perception qu'on a de ces châteaux, de ces lieux
de pouvoir, en tout cas à l'époque, de ces lieux de grande bourgeoisie, de grande richesse. Vous voulez décloisonner et rendre accessible quelque chose qui était vraiment élitiste, où même les paysans, les gueux, ne pouvaient pas y accéder. C'est ça, c'est exactement ça. Malheureusement, quand je faisais mes visites de château, moi j'aime bien aller là où on m'interdit d'aller. Donc j'y allais beaucoup dans les châteaux en pensant que voilà, j'allais forcément rencontrer des gens qui me ressemblent pas. Et c'est ce qui est arrivé. Je trouve que ça manquait de gens de la communauté, ça manquait de Maghrébins, ça manquait d'Africains. Quand vous visitiez, en fait, c'est toujours les mêmes têtes qui... C'est toujours les mêmes. Bien sûr, il faut dire ce qu'il y a. C'est toujours les mêmes têtes, le même type de personnages. La plupart sont des personnes âgées voilà, qui s'intéressent à l'histoire de France, au Donc château. Les jeunes, rien. Très rarement. C'est ça. Les gens issus des minorités, très rarement Rien. aussi. Ça veut dire que moi, quand j'y arrive, je suis comme un ovni. Et quand j'arrive et que je vous raconte une anecdote, je suis arrivé au château de Fontainebleau, j'ai visité le château. Le guide, il était un petit peu endormi et j'ai commencé à prendre la parole devant tout le monde. J'étais en survêt. Vous avez remplacé le guide? J'ai remplacé le guide. Je commençais à raconter des petites anecdotes et les gens, ils étaient choqués, ils étaient étonnés. Je leur disais, ben oui, comme quoi on peut aimer l'histoire de France et être issu de banlieue ou être maghrébin, il n'y a aucun problème avec Comme ça. on peut aimer le piano et il y a d'ailleurs des maghrébins qui se sont fait connaître avec leur art de la musique classique ou du piano. C'est ça. Quel est le premier château que vous avez visité? Moi, en fait, le premier château, j'avais visité le château de Chambord en 2005 lorsque j'étais au lycée. Ouais. Ouais, j'avais aimé, mais sans plus. Et après, j'ai tourné dans la série Merlin en 2011. 2010-2011, c'est au château de Pierrefonds. Et là, ça y est, coup de foudre pour ce château-là. Ouais. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser. Je me disais, mais attends, on a ce château-là en France, sachant que c'est une série anglaise et que les Anglais venaient tourner en France. On a ce château-là en France. Oui, en France, il y a plus de 55 000 châteaux. C'est énorme. Ah oui, on est le je pays. Je ne pensais pas autant. Je savais qu'il y en avait beaucoup, mais 55 000, c'est énorme. Ah oui, on est le pays qui avons le plus de châteaux dans le monde. Donc là, il y a de quoi faire. Là, j'ai du contenu pour mes réseaux sociaux à l'infini. 55 000, oui, bien sûr. Un par semaine, ça, vous en avez pour une vie. Alors, vous avez parlé justement, vous avez tourné dans Merlin, c'est ça? En fait, vous avez fait un petit passage, vous avez bifurqué, vous avez fait pas mal de bifurcations. Terminal littéraire. Ensuite, vous êtes un peu perdu et puis finalement, vous vous reconnectez avec ce métier d'acteur un peu par hasard. Comment vous arrivez dans le cinéma, la production de téléfilms, je crois aussi Netflix? C'est ça. En fait, moi, je me suis perdu avant même d'avoir quitté le lycée parce que je me suis retrouvé en littéraire. Je ne savais même pas ce que je faisais là. Ouais. Et après, par la suite, c'est une filière qui forcément ne me correspond pas trop. Le seul truc que j'aimais faire, c'était lire des livres. Ça, c'était OK. Mais pour le reste, ça ne me plaisait pas trop. Je me suis fait virer avant le bac, parce que je foutais rien en cours, j'avais plus envie de travailler. Et après, voilà, il y a tout un parcours d'errance, on se recherche un petit peu, on fait des petites bêtises à droite à gauche, je sais pas ce que je vais faire dans ma vie, je sais pas quel métier, je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce qui m'anime. Et par la force des choses, je trouve un travail. Et pendant mon travail, une personne me repère dans la rue, casting sauvage, ce qu'on appelle, pour tourner dans un film de gangster. Elle me dit, ouais, ta tête, elle me plaît pour ce film-là. Et de là, j'ai eu mon premier jour de tournage. Et c'était le coup de foudre, je ne voulais plus rien faire d'autre. Pour moi, c'est le cinéma et l'audiovisuel. Ouais. Voilà. J'ai continué, j'ai cherché des castings, j'ai tourné dans des films, j'ai fait plein de castings, j'en ai réussi certains, j'en ai raté d'autres. Et voilà, j'ai travaillé à la télé, j'ai fait des études, j'ai eu mon diplôme de réalisateur, de journaliste reporter d'image. Et j'ai tourné dans la série Netflix avec Nawal Madani. Jusqu'ici, tout va bien, ça s'appelle la série. Et après, j'ai dit, voilà, j'ai envie de faire mon petit truc à moi, mon parcours à moi, et m'orienter vers la création de contenu sur les réseaux sociaux et avec le thème des châteaux de France. Alors, pour revenir sur les châteaux, comme je disais, c'est plutôt un lieu d'élite ou perçu comme tel. Est-ce que vous aviez au départ le sentiment de ne pas être légitime, c'est-à-dire de raconter cette histoire, parce que vous ne faites pas partie d'une famille royale, parce qu'il y a des descendants de rois, de seigneurs, de vicomtes, etc. Vous n'êtes même pas originaire du pays, ou en tout cas une histoire familiale beaucoup plus plurielle, beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, on vous le montre aussi que vous ne faites pas partie de ce pays, en tout cas pour certaines âmes troublées, racistes. Est-ce que vous n'aviez pas ce complexe ou ce syndrome de l'imposteur par moment? Le syndrome de l'imposteur, je l'ai toujours encore aujourd'hui, parce qu'on me le fait ressentir, mais moi j'aime bien déranger les gens. Quand je vais dans un château, j'ai toujours ce sentiment de déranger en fait. Même quand j'ai les autorisations et tout, je surveille toujours la personne qui est à côté de moi, qui est le guide ou le conservateur du château, la responsable communication. J'ai toujours l'impression de déranger, de ne pas être à ma place. Mais
à force de me faire connaître et de lire les commentaires positifs ainsi que les négatifs, voilà, je me dis en fait, j'ai appuyé sur quelque chose qui est en train de fonctionner. Que ce soit en bien ou en mal, ce qu'on me dit, je me dis ça fait parler, c'est que ça marche. Après, les commentaires racistes sont là pour me rappeler que, ok, Amine le Conquérant, t'es bien gentil, mais reste à ta place quand même. Parce que quand on dit Amine le Conquérant, moi j'expliquais cette histoire de Guillaume le Conquérant, mais il y en a qui ne le voient pas comme ça. Ils m'ont dit, oui, là, le Conquérant, il a envie de répandre l'islam partout avec son drone. C'est encore la théorie du grand remplacement. Exactement, en fait. voilà. Vous allez conquérir la France chrétienne. Exactement, voilà. Et du coup, voilà, maintenant j'y prête plus attention, ça me fait rigoler, mais pour en revenir au syndrome de l'imposteur, ouais, carrément, surtout au début, mais là, de moins en moins. De moins en moins. Ouais. Mais vous disiez, vous en rigolez, mais parfois ça va loin quand même. Il y a aussi des menaces de mort. Il y a eu des plaintes récemment, je crois. Ça va très très loin. On m'a menacé de mort. Juste parce que en fait, vous mettez en avant les châteaux vus du ciel d'une certaine manière, pour reprendre les titres du grand réalisateur. Votre objectif est de magnifier d'une certaine manière la vie des châteaux, les monuments historiques français, et ça ne passe pas. Ça passe pas parce que pour plusieurs raisons. Moi, déjà, tout d'abord, j'ai toujours voulu montrer ça de la manière la plus naturelle. J'ai pas voulu me donner un rôle, m'approprier quelque chose. Je montre sur les réseaux sociaux ma passion pour les châteaux, je la raconte et je me suis pas dit, tiens, je vais créer ça pour devenir un influenceur connu. Non, non, pas du tout. Et parallèlement à ça, sur mon Instagram, je parle de religion. Quand je fais partir à la Mecque en voyage là-bas pour faire une Umrah, pour filmer, des fois je filme les mosquées. J'ai filmé la mosquée de ma ville avec le drone. En quelques heures, elle a fait 100 000 vues. Voilà, je ne me cache pas. Mais il y en a qui se disent, tiens, il parle des châteaux de France et il parle de l'islam, c'est pas compatible. En fait, c'est pas compatible. En France, pour eux, c'est pas compatible. Alors que bien sûr que si, on peut être musulman et aimer l'histoire de France. Pourquoi je pourrais pas le faire? Et du coup, plus on va m'interdire, on va me dire, faut pas faire ça, et plus je vais le faire. On m'a conseillé, on m'a dit, Amine, fais 2 Instagram bien distincts. Dans un, tu vas parler des châteaux, dans l'autre, tu vas raconter ta vie. Je dis, non, moi, Amine, le Conquérant, c'est ça. C'est un ensemble de tout ça qui fait qui je suis aujourd'hui. Et en plus, l'islam fait partie de l'histoire de France. Bah, oh là là là, bien sûr que oui. Alors là... Beaucoup l'ignorent ou feignent de l'ignorer. Alors... dans vos vidéos, vous vous appuyez sur des sources solides, des historiens. Comment trouvez-vous justement l'équilibre entre vulgarisation pour le grand public et cette rigueur historique? Parce qu'on ne peut pas non plus raconter n'importe quoi sur l'histoire de tel château, les anecdotes dont vous parliez, etc. Ouais. Bah, comme dans n'importe quel tournage, que ce soit pour un film, un documentaire ou une série ou un film de mariage, tout simplement, il y a toujours une phase de préparation. Et moi, quand je pars en tournage, quelques jours avant, je me prépare, je me documente sur tous les faits historiques qui se sont déroulés dans ce château ou avec le roi dont je vais parler. Et c'est très important. Et j'essaie de ne pas me documenter auprès de n'importe qui. Donc après, il y a aussi ce côté, moi je suis passionné, je regarde beaucoup de documentaires, de reportages, parce que je kiffe ça, je m'endors aussi le soir avec ce genre de vidéos. Et tout ça rassemblé, je le prends, je me fais ma petite tambouille, je le raconte à ma manière. Mais je ne joue pas un rôle en faisant le cliché du mec de banlieue, wesh, pas du tout, je parle comme je parle tous les jours. Et c'est ce qui marche, ce que les gens aiment. Et surtout, faut faire attention à ce que je dis, surtout par rapport aux dates, parce qu'à la moindre erreur, on me tire dessus. Ah là, tu t'es trompé, tu vois, on le savait, t'es un escroc, t'es un imposteur. Et surtout avec l'histoire. Et surtout l'histoire de France. Oui, c'est parfois certains sacralisent les dates, les faits historiques, même quand il peut y avoir des ambiguïtés et des versions divergentes. Eh bien, on va choisir une version et si vous prenez l'autre, eh bien, on va vous accuser d'imposteur. Donc, c'est quand même assez compliqué. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'école, où c'était une relation un peu complexe, un peu compliquée. Mais en même temps, vous n'avez pas baissé les bras puisque vous avez monté une association 1789 où vous avez en fait mis en exergue ce besoin de transmission. C'est-à-dire même si il y a eu une sorte de fausse route pour la transmission de la part de l'école républicaine, finalement vous vous êtes dit c'est à moi de faire un travail mais différemment. Et donc votre association 1789 forme des jeunes justement à l'audiovisuel. Alors est-ce que transmettre c'est aussi important que créer en tant que créateur de contenu justement? Pour moi, je pense que oui. Déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mon école de cinéma m'a coûté un peu plus de 10 000 euros. Ouais. Et quand, dans mon quartier, il y avait des petits jeunes qui m'interpellaient pour me dire « Ouais, on veut faire comme toi, on veut te faire des vidéos, c'est quoi l'école ?» Je leur dis « Les gars, moi, j'ai vendu ma voiture pour payer l'école, ça coûte très, très cher. Ouais. » Et du coup, en 2014, j'ai eu l'idée de créer une association dans ma ville.
L'association Quelle ville 1749, Cergy. Cergy. Ouais, je suis originaire de Cergy en France. Région L'association, région parisienne exactement, l'association 1789, j'ai choisi ce nom en lien avec la Révolution Bien sûr. française, toujours, pour montrer que voilà, on peut donner ce pouvoir de savoir filmer aux jeunes, au peuple, et pour qu'ils puissent faire comme les grands, eux aussi, et pouvoir voilà, concrétiser leurs rêves en termes de cinéma, de fiction, d'audiovisuel. Alors, on a parlé de l'histoire de France, des châteaux, bien évidemment, 55 000 châteaux. C'est ça. assez impressionnant. Est-ce que vous aimeriez raconter l'histoire du Maroc avec ce même concept, les drones? Alors, c'est un peu compliqué hein, d'utiliser des drones, il faut avoir des autorisations, mais avec justement des drones autour des monuments du Maroc, autour de certains lieux symboliques. C'est mon rêve. Mohamed, c'est mon rêve. Je rêverais de le faire au Maroc, à mon pays Vous d'origine. êtes originaire de bien Kenitra, Kenitra. enfin de Sislimane, Sislimane, pardon. Sislimane, Voilà, donc voilà, la région. Ouais. Sislimane, Kenitra, voilà les deux. Et je rêverais de pouvoir faire ça, raconter l'histoire des monuments, des châteaux, des sultans du Maroc, et pouvoir en faire une série sur les réseaux sociaux pour pouvoir intéresser les jeunes issus de la diaspora, les Marocains du monde, qui puissent voir un petit peu l'histoire de leur pays. J'aimerais beaucoup faire ça, ouais. Mais comme vous l'avez dit, les autorisations de drones, c'est très compliqué. J'ai pas encore osé. C'est possible, mais bon, il faut avoir C'est ça. soit une boîte de prod ou une boîte de production, soit avoir des contacts qui travaillent dans ce secteur-là. D'ailleurs, je crois qu'il y a, en parlant d'histoire et de Marocains, il y a un prof d'histoire sur Instagram, j'ai oublié son nom, donc je pourrais pas vous le dire, mais un prof d'histoire sur Instagram qui raconte l'histoire de France, par exemple, mais aussi pendant l'été, il fait des capsules spéciales sur le Maroc. Et donc, comme quoi, il y a beaucoup de Marocains à l'étranger, de Franco-Marocains, qui sont passionnés par l'histoire. Et effectivement, en plus, avec des images et notamment des drones, ça pourrait être quelque chose de fabuleux. Bien sûr, ça pourrait beaucoup plaire, surtout aux jeunes. Mhm. Ça pourrait les intéresser, je pense. Il y a moyen de faire quelque chose. Mais d'ailleurs, quand on parle des jeunes, vous pensez, j'imagine, bien sûr, aux jeunes franco-marocains, belgo-marocains, mais même au Maroc, avoir une autre manière de raconter l'histoire, ça peut plaire. Je sais que nous, par exemple, nos articles histoire sur Yebiledi, beaucoup de Marocains du Maroc s'y intéressent, parce que c'est souvent aussi cette forme de narration qui est importante. Une narration alternative qui n'est pas forcément ce qu'on voit dans les manuels scolaires. C'est ça, mais quand on regarde dans les manuels scolaires ou même dans des documentaires à la télé, c'est toujours c'est guindé, c'est carré, il faut faire attention à ce qu'on dit, tandis que nous, voilà comment on se l'approprie sur les réseaux sociaux, on dit un peu, on va le parler avec d'autres manières, une manière qui va parler aux jeunes, qui va parler au plus grand nombre. Et c'est ce qui manque un petit peu, surtout à la télé. Donc oui, je pense que ça intéresserait aussi beaucoup les Marocains, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui pourraient s'identifier par rapport à nous de la manière, moi ou le prof d'histoire dont vous parlez, à notre manière de raconter l'histoire. Dernière question. Au fond, votre démarche pose une question simple, me semble-t-il. À qui appartient l'histoire? Alors, si vous deviez y répondre sans faire un sujet de philosophie de 4 heures, on n'a pas le temps, mais si vous deviez y répondre, justement, à qui appartient l'histoire? Moi, je suis un gars du peuple, je suis pour le peuple, et je pense que l'histoire appartient au peuple. L'histoire nous appartient à nous. C'est nous qui la faisons, c'est nous qui la racontons, c'est nous qui l'écoutons et c'est nous qui l'apprenons. Donc je pense que l'histoire nous appartient. Et c'est pour ça qu'il est très très important, je le dis à tous et à toutes, qu'il faut aller dans les musées, il faut aller dans les châteaux, il faut aller s'instruire, il faut y aller, il faut découvrir un petit peu d'où on vient, le pourquoi du comment. Et c'est ce qui fait que nous allons comprendre le monde d'aujourd'hui. Eh bien, très belle conclusion, c'est aller effectivement dans les musées, les monuments historiques, redécouvrez, réappropriez-vous votre patrimoine en fait. C'est ça exactement. Que ce soit au Maroc, en France ou ailleurs. Que ce soit au Maroc, en France ou ailleurs, c'est très important. Je suis parti en Arabie Saoudite, j'ai raconté un petit peu l'histoire de l'islam, les débuts de l'islam. J'ai découvert moi-même des trucs incroyables. Et j'ai trouvé beaucoup de liens entre l'islam, la France, c'est incroyable. On a à la mosquée de Médine, il y a un pot de moutarde de Dijon qui est exposé dans le musée à l'intérieur. Je savais pas. Ouais, j'en ai fait une vidéo, c'est incroyable. Il y a plein de liens comme ça qu'on soupçonne pas. Il n'y a pas les musulmans d'un côté, les Français, les Blancs d'un côté. Non, en fait, toutes les histoires se relient les unes aux autres à un moment donné de l'histoire. Et c'est ce qui est beau dans l'histoire, avec un grand H. Alors je sais que, puisque vous avez parlé de Médine et de l'islam, je sais
que vous aimeriez aussi, enfin vous avez un projet qui vous tient à cœur, c'est de visiter des belles mosquées, des grandes mosquées dans différents pays. Ça aussi, c'est un projet futur qui pourrait se concrétiser. Ouais, oui, oui. Je pense qu'après, parce qu'on me demande souvent, Amine, tu feras quoi après les châteaux de France? J'aimerais beaucoup continuer sur la même ligne, mais cette fois-ci avec les plus belles mosquées du monde. Partir du Maroc, de la mosquée Hassan II, jusqu'au Kazakhstan, Ouais, Ouzbékistan, des belles mosquées en Chine aussi, ouais. à l'autre bout du monde. En Et Indonésie, voilà, en ouais. Indonésie, Malaisie. Et j'aimerais Malaisie. bien faire des sujets là-dessus pour mes prochains contenus. Eh bien voilà, un programme riche. Suivez Amine le Conquérant sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Amine Kassid Merci Mohamed pour d'avoir l'invitation, été c'est un avec honneur. nous. Tout de suite, la suite de votre programme. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur Radio 2M pour une nouvelle émission spéciale Marocain du Monde.